Ce forum est une bonne chose pour le monde journalistique. Et Monsieur Bongo, je vous félicite d'avoir organisé ce forum afin vraiment de parler des problématiques que nous rencontrons aujourd'hui dans le monde de la presse et la presse écrite elle-même. Les journalistes vivent des conditions difficiles, ils ont du mal à pouvoir transmettre leurs informations, il y a des blocages, il y a aussi aujourd'hui, on peut voir un nouveau courant de journalistes qui naissent un peu en Afrique, qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc nous avons deux pôles, deux mondes de journalistes qui sont en confrontation, et surtout lorsque nous parlons de l'Afrique, c'est un pays, un continent, pardon, qui est traumatisé par les guerres qu'elle rencontre, et il faudrait envisager une alternative pour la diffusion des messages et de l'information et de la presse elle-même indépendante aussi qui s'y trouve, pour améliorer l'accueil des informations que les auditeurs peuvent avoir, parce qu'ils ont des informations très concis. Alors là, je vais vraiment intervenir sur les pigistes qui sont vraiment quasiment exclus. Ce sont eux qui font vraiment le travail, le fond, pour que le journaliste lui-même, qui va nous présenter donc des informations, soit clair et net. Donc, nous voulons passer un message aujourd'hui à ce que le statut des pigistes soit remis en valeur. Parce que ce n'est pas normal qu'à notre époque, en 2014, surtout en France, que les pigistes soient encore à 400 € ou 450 € de salaire. Combien de fois en Afrique? Que vont-ils avoir comme salaire en Afrique, puisque l'économie, c'est difficile, les autorités maîtrisent l'information, donc le pigiste ne peut pas faire son travail en Afrique. C'est impossible. Déjà, l'espoir, c'est l'observatoire qui va être mis en place. Il va y avoir un système juridique qui va être aussi mis en place afin de protéger les droits des hommes, parce que lorsque nous parlons de journalistes, nous parlons d'hommes d'abord. C'est un humain qui fait une fonction, et cette fonction, il y perd la vie. Ce n'est pas normal. Nous savons que lorsqu'ils sont formés, lorsqu'un journaliste est formé dans une école, on ne lui dit jamais que vous allez mourir au bout de votre carrière. Donc, la responsabilité des gouvernements à protéger les journalistes qui viennent dans leur pays est de la plus haute importance. Alors, il y a toujours un rapport, nous sommes un peu liés les uns des autres dans les fonctions qui nous importent. Le gouvernement a des informations à donner aux citoyens. Ils ont aussi un organe de communication dans leur infrastructure qui forcément va être en relation avec l'extérieur, donc ça veut dire dans le pays, avec les journalistes qui y travaillent, et aussi avec le reste de la population. Donc les informations forcément doivent tourner dans un sens et dans l'autre. Alors, la différence qu'il y a entre la presse anglo-saxonne, c'est que eux, ils sont dans le détail. Ils ont au moins ce principe, c'est de montrer le détail. C'est qu'ils ne vont pas parler très peu, ils vont parler beaucoup, dans un temps bien déterminé, mais vous aurez au moins la suite de l'information. Elle ne reste pas comme ça. C'est toujours un sujet qui est traité, retraité, afin de toujours rester dans la dynamique d'une histoire, comme un roman. Il y a une différence. Donc, en Europe ici, nous avons des informations qui sont très courtes et qu'il faut encore chercher. Il faut toujours chercher l'information parce qu'on n'a jamais satisfaction. Je vais prendre par exemple le cas, je vais téléphoner à une radio, je vais vouloir parler d'un sujet, par exemple des enfants talibés, on va durer 5 minutes, alors que le contexte nécessite que nous puissions en parler au moins 10 minutes. Qu'on ait le temps de dire que voilà, il y a des instituteurs qui sont là-bas, qui font un travail qui n'est pas forcément sérieux, parce que nous avons bien vu le président Macky Sall
qui a ordonné aux écoles talibées de revoir leur système d'éducation. Chaque gouvernement doit contrôler l'information, sachant que tout ne peut pas être dit, tout ne peut pas être dévoilé, que dans la société, il y a des cerveaux qui sont très fragiles aussi. C'est ce que nous n'observons pas souvent dans notre continent en Afrique. Étant donné qu'elle a subi le colonialisme, les guerres, prenons un athlète. Tous les jours, il va s'entraîner. Il va avoir l'information de son corps qui va lui dire on est prêt pour le final. Que là, nous avons des esprits qui sont traumatisés et qui n'ont pas forcément l'attention à l'information puisqu'ils sont, comment dire, ils vivent une oppression. Comment voulez-vous que l'information puisse passer dans une zone où il y a une pression? C'est impossible. Par exemple, pour un peuple comme l'Afrique qui est traumatisé, lorsqu'un journaliste va placer un mot de bienveillance, parlant même du pays, de l'image du pays, bien qu'on voit qu'il y a une pression qui est faite par les gouvernants qui sont là, qui nous menacent un peu à gauche, à droite. Si tu as dit ceci, attention, je vais envoyer mes militaires. Ou ah, toi, tu parles de mon président comme ceci, attention. Et c'est là où le peuple peut accuser le président, alors que c'est juste un groupe de fanatiques. Donc, ayant vu déjà, par exemple, par le droit de l'homme, le droit des hommes sur les journalistes qui meurent un peu partout, il doit prendre une précaution sur lui. Prenons le cas d'un journaliste dont on va brûler la maison, tuer. C'est déjà un exemple qui nous permet de se dire comment diffuser notre message par rapport à lui qui nous a laissé, donc paix à son âme, qui nous a laissé un fort message, puisque c'est son absence qui nous laisse ce message. C'est aussi du journaliste, mais le journaliste qui part et qui nous laisse un message fort. Faites attention à vous, mes confrères. Il faut vraiment une pédagogie. Il faut faire très attention à qui nous parlons, parce que tous les cerveaux ne sont pas pareils. Tous les cerveaux ne reçoivent pas les informations telles que comme un mathématicien. Je pense que nos présidents, on doit leur présenter, nous, journalistes, nous devons leur présenter une manière de venir présenter leur image. Il y a une manière qu'il faut démontrer au peuple. Ce n'est pas une manière de politique d'autruche. Non, c'est une manière où le président a un rôle envers sa population, parce qu'aujourd'hui, le rôle de ceux qui présentent les informations, c'est de donner confiance au peuple. On ne peut pas juxtaposer toutes ces infrastructures, tous ces rapports qui ont été faits par le FMI, les banques, le Club de Paris, en Afrique, parce que donc, le colonialisme et toutes ces guerres civiles qui ont pu se succéder en Afrique ont bloqué l'émancipation des conditions d'amélioration des populations dans le système, que ce soit économique, épargne, conditions industrielles, tout ça. Donc, l'Afrique traumatisée, il leur faut un plan qui puisse mettre tous ces rapports en commun pour pouvoir restructurer l'Afrique. Le rapport Bockel, à peu près comme le même processus que le FMI a établi, c'est un processus qui ouvre, c'est une ouverture en tout cas. C'est une ouverture, puisque les acteurs occidentaux économiques, pourquoi ne veulent-ils pas investir en Afrique? Parce qu'il y a trop de troubles. Il y a trop de troubles. Comment une société va pouvoir-t-elle faire émerger une entreprise, employer des gens qui, la semaine prochaine, peut avoir une guerre paramilitaire et qui va faire en sorte qu'il n'y ait plus rien? C'est impossible de faire cela. Donc, la structure que nous voulons faire intervenir, qui est la CEFAM, c'est une grande structure qui amène tous les entrepreneurs à travailler main dans la main pour pouvoir faire ce centre de formation et pouvoir faire en sorte que les ponts de chaque pays, ça veut dire que toutes ces guerres tribalistiques qui existent en Afrique, toutes ces problématiques entre communautés qui existent en Afrique, ça veut dire qu'aujourd'hui un président ne peut pas dire je vais soigner la maladie dans mon pays tout en ignorant que la même maladie se trouve dans les autres pays. Un leader panafricain
devrait prendre en considération donc non seulement son pouvoir politique à l'intérieur de son pays, mais aussi à l'extérieur des autres pays, c'est-à-dire rencontrer les autres présidents pour être dans la même ligne de conduite. Comment trouver une solution? C'est qu'en fait, et déjà, il faut faire un colloque, se rassembler, voir quelles sont les infrastructures qui vont être placées au sein de la CEFAM. Ça veut dire pour pouvoir régler le problème ethnologique, pour pouvoir régler ces problèmes-là, il faut déjà que tous les gens concernés, les acteurs de ces problèmes soient déjà ensemble, assis, qu'on puisse déjà débattre. Ensuite, le conflit qu'il peut avoir entre les Moshi, on va vous dire juste que quand, par exemple, le président Sassou Nguesso a pris le pouvoir, par exemple, après l'Issouba, hein, bien sûr, le président de l'Issouba, il va avoir des employés qui vont quitter certains ministères. Ça veut dire que, imaginez-vous, en 1970, il y a eu le boom, le baby-boom en France. La France a demandé à faire passer des concours, par exemple, prenons le cas des infirmières, à des Africains qui vont réussir ces concours pour venir intégrer les centres hospitaliers de Paris. Une fois qu'elles ont terminé, certains d'entre eux sont repartis en Afrique pour pouvoir, par exemple, donner un message. Donc, ils ont travaillé vraiment des journalistes. Je vous parle d'une dame qui s'appelait Marie-Françoise Boumba, qui a été une journaliste formidable dans le cadre de la santé, puisqu'elle était là pour la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Et à ce moment-là, lorsque le pouvoir a changé, ben, elle aussi, elle a perdu son emploi. C'est-à-dire tout le travail qu'elle a fait avec l'OMS, avec le président Sassou Nguesso, pendant son premier mandat, lorsque le président Lissouba est arrivé, il y a eu tout de suite un changement de dispositif dans les ministères. Tout le travail que la radio congolaise avait pu mettre en place, que la télévision congolaise avait pu mettre en place, que le président Sassou Nguesso, lors de son premier mandat, avait pu mettre en place avec l'Organisation mondiale de la santé, a été bafoué, mis aux oubliettes. Mais ce n'est pas la faute d'un président, c'est la faute de ceux qui vont venir prendre la place, qui vont se dire, tiens, je préfère travailler avec telle mon ethnie que de travailler avec celle-ci. Alors que les compétences devraient être rassemblées et voir quelles sont les meilleures actions qu'il faut garder. Une ONG qui, pour nous, ne va pas être simplement une association personnelle ou individuelle, puisque la dynamique de cette ONG, c'est de rassembler les ponts, non seulement des pays africains, mais aussi le pont international, avec la communauté internationale, de travailler ensemble dans un processus où on sait que la France, dans son économie, va forcément avoir une surcharge, il va avoir des besoins énormes au niveau de la population sur le travail, sur le plan du travail, le salaire, toutes ces choses-là. Donc en Afrique, nous sommes dans une possibilité de pouvoir lancer notre économie et il lui faut des main-d'œuvre, il faut former les main-d'œuvre. Donc nous avons eu cette idée de lancer ce programme parce qu'on ne peut pas attendre 50 ans. C'est impossible, parce que Mme Zuma dit que bon, l'Afrique sera forte dans 50 ans. Non, nous devons être forts déjà dès maintenant, lancer des programmes. Le programme Bockel qui est là, le rapport Bockel qui est là, est une ouverture. Nous savons que nous marchons forcément toujours, quand nous travaillons avec le gouvernement, on marche quand même un peu avec les œufs, sur des œufs, mais quand même, c'est une ouverture que nous propose la France. Là, donc, regrouper les entreprises qui sont nécessaires dans le développement économique en Afrique, former ceux qui ont besoin d'être formés, qui ont besoin d'apprendre des métiers, mais aussi former les cadres qui sont dans les infrastructures ministérielles de notre pays. Pas seulement le Congo, mais aussi les autres. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait comme le service militaire, des élèves qui vont venir au centre de formation et qui vont partir réintégrer. Disons que par exemple l'infrastructure judiciaire. Les avocats, les juges, les procureurs ont du mal à appliquer certaines lois par rapport à des impunités. Mais si on formait nos cadres juridiques avec certaines lois qui sont nécessaires à mettre en place en Afrique, bien qu'elles soient prises en exemple en Europe, elles pourraient servir en Afrique. Ça veut dire former ces cadres-là, lorsqu'ils ressortent, ils réintègrent leur institution et mettent en place
les nouvelles lois que les gouvernements auront traitées pour pouvoir les appliquer. Quand je parle de service militaire qui a été abrogé ici en France, nous avons bien vu les malheureusement d'ailleurs. Tout à fait, parce que vous avez bien vu que les répercussions, ce sont donc les enfants qui se battent avec leurs parents aujourd'hui. L'État avait mis vraiment un dispositif tellement très bien, parce que j'y ai moi-même été formé. J'ai reçu des valeurs. Ces formateurs militaires nous ont donné des valeurs qui, certainement, lorsque nous sortons du cadre militaire, nous nous retrouvons un peu tout seuls dans la société, mais au moins avec des valeurs. Nous pouvons rencontrer des gens, avoir cette simplicité de pouvoir dialoguer. Donc voilà ce que déjà le service militaire a apporté, ça veut dire la capacité de pouvoir travailler avec les autres. Si ce processus, qui n'existe pas en Afrique, puisque nous avons des guerres tribalistiques, on va dire, ethnologiques, catastrophiques, qui fait déplacer des populations à gauche, à droite, donc il n'y a aucune stabilité. C'est impossible de continuer comme ça. L'Afrique ne peut plus continuer comme ça. D'où donc le problème des journalistes à transmettre des messages qui vont pouvoir être compris, entendus et compris. De l'autre, les journalistes, donc, ils ont un rôle. Ils ont un rôle important. Alors, pardon, leur rôle est de savoir qu'ils sont responsables non seulement aussi de la population, parce qu'ils transmettent des choses. Si nous transmettons des choses avec négativité, bien qu'on sache que la négativité elle est déjà là, puisqu'il manque du travail, il manque plein de choses, mais que ce processus-là puisse aider les Africains, ça veut dire à reprendre goût à l'espoir. Parce que l'Afrique, on ne peut pas dire qu'elle manque d'espoir. Non, elle a tout. Elle est le berceau de l'humanité. Donc, il faut que les populations puissent recouvrer une sécurité. Nous avons l'intention de mettre en place avec le ministère de la Défense, donc de demander au ministère de la Défense de nous attribuer des formateurs qui vont pouvoir former non seulement nos polices afin qu'elles sécurisent les populations, mais aussi de former des polices de proximité et de former nos militaires. Vous avez vu le cas de Pila. Lorsque les journalistes nous l'ont démontré à la télévision, on aurait cru que voilà, l'armée congolaise ne prend pas soin de ses casernes et toute autre chose. C'est possible. Mais il faut quand même améliorer. Moi, quand j'étais à la soute à munitions que je montais ma garde, c'était au bout de la deuxième sommation que je tirais. Lorsque l'OP arrivait, l'officier de permanence arrivait, voilà, donc tout de suite c'est halte. La deuxième fois, je tire. Donc il y a un règlement intérieur qui est respecté. Sauf que en Afrique, étant donné que tout le monde peut faire ce qu'il veut, on a des groupes paramilitaires qui peuvent naître de gauche à droite. Un commandant qui n'est pas d'accord avec son président peut tout de suite prendre n'importe qui, dire bon voilà, on va faire un coup d'État. Non, on continue encore à perdre de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre-là peut servir parce que ce centre cette ONG va servir à former par exemple des pompiers qui peuvent intervenir dans des situations, lorsque par exemple la nature nous cause des problèmes. On peut former des pompiers qui vont aller renforcer les équipes dans les casernes. On peut former des médecins, des infirmières qui vont aller rejoindre encore les équipes des services hospitaliers où il manque vraiment d'infirmières. Prenons le cadre, je vais répondre à votre question, M. Bongos, parce que lorsque nous regardons les journalistes aujourd'hui qui travaillent près de la présidence, ils ont déjà un contact avec les présidents, puisqu'ils s'occupent de leur image. Ils s'occupent de leur marketing, de passer leur message à la population. On a déjà un contact avec eux. Sauf que, lorsque, vous avez bien su le dire tout à l'heure, que les journalistes, les maisons d'édition ont une connivence avec le gouvernement. Donc, il faut souvent gérer l'information afin que les consciences puissent ne pas trop rentrer en ébullition et causer des problèmes. Donc, dans le cadre où le journaliste peut apporter son message à un président, c'est lorsqu'il le présente. Lorsqu'il travaille avec sa cellule de communication. Monsieur le Président, nous allons pouvoir plutôt dire les mots comme ceci pour garantir une paix dans la population. Et s'il y a un problème où le Président doit venir apporter encore son message, il va falloir trouver aussi une technique de comment faire en sorte que les populations ne partent pas en ébullition, surtout en Afrique.
Vous le voyez bien ici en France, on peut dire qu'il y a tel problème, tel problème, tel problème. Nous montons tout de suite, voilà, Vigipirate là, se met tout de suite en place. Il y a des processus de sécurité qui se mettent en place. Sauf que lorsqu'il y a des problèmes, par exemple en Éthiopie, où il y a une bombe qui va exploser dans telle ou telle ambassade, on n'a aucune sécurité qui se met en place. On va avoir juste un groupe militaire qui va arriver pour donner l'influence de attention, mais c'est tout. Or qu'ici, on a des militaires qui circulent un peu partout. Il y a un processus. Et c'est ce processus-là que nous devons former nos militaires, nos policiers et les polices de proximité.